Comme indiqué dans la diapositive initiale, le sujet de ma présentation traite de la phénylcétonurie. Donc, tout d'abord, l'introduction et l'historique. La phénylcétonurie est une maladie qui affecte le métabolisme de synthèse d'acides aminés. C'est une maladie génétique, plus spécifiquement autosomale récessive. Elle est provoquée par une déficience de l'enzyme phénylalanine hydroxylase. De manière générale, cette enzyme est responsable de la transformation de la phénylalanine à un autre acide aminé, la tyrosine, et elle fait ceci dans les foies et les reins. Quand l'enzyme ne fonctionne pas bien ou qu'elle est en faible niveau dans le corps, la phénylalanine ne peut pas être transformée et demeure dans le sang et les organes. Ceci provoque l'accumulation de la molécule qui peut être surtout dangereux. Elle affecte les bébés dès la naissance. Cependant, la maladie n'est pas détectable au stade néonatal puisqu'il n'y a pas de distinction visuelle immédiate, et ceci même après les examens physiques d'un bébé. Par contre, les tests sanguins après quelques jours d'allaitement peuvent révéler les niveaux de phénylalanine élevés. Donc, celui qui a découvert la maladie est M. Ivar Folling. Il a obtenu des échantillons d'urine des enfants ayant un handicap mental et après avoir analysé ceux-ci, il remarque une molécule commune entre plusieurs individus, l'acide phénylpyruvique. Ces tests ont été pionniers pour la découverte de traitements et de la voie métabolique de la maladie. Malgré les maladies secondaires telles que la microcéphalie, les malformations cardiaques et autres problèmes neurologiques, si la maladie est dépistée tôt chez l'enfant, les traitements communs peuvent efficacement réduire les risques d'effets secondaires. Le mécanisme régulier de la phénylalanine hydroxylase. La phénylalanine est un acide aminé essentiel. C'est donc nécessaire de l'obtenir d'autre part dans notre nutrition car le corps ne le synthétise pas. Chez le bébé, dans l'utérus de sa mère, il obtient les quantités requises de cet acide aminé directement du sang de la mère. Il n'y a donc pas de suraccumulation de phénylalanine. Les besoins de tyrosine sont aussi rencontrés durant la grossesse. Ceci explique pourquoi les troubles intellectuels surviennent après la naissance. Si nous analysons les structures des deux acides aminés, la phénylalanine et la tyrosine, nous voyons qu'il y a uniquement un ajout d'un groupe hydroxyle. Afin d'effectuer ceci, l'enzyme possède un coenzyme BH4 dans son site actif. Le BH4, aussi connu comme tétrahydrobioptérine, va lier l'oxygène à un atome de fer. Cette molécule va ensuite être transférée à la phénylalanine qui va former un intermédiaire. Ceci va être suivi par une éjection du fer pour qu'un proton puisse prendre sa place et former le groupe hydroxyle qui est retrouvé sur la tyrosine. Typiquement, la tyrosine est un acide aminé non essentiel, mais dans ce cas ici, puisque la phénylalanine ne se fait pas transformer en tyrosine, les personnes ayant la phénylcétonurie doivent avoir un certain apport en tyrosine. Les résultats biochimiques de la carence de l'enzyme. Il existe généralement deux grandes catégories de phénylcétonurie. Cette classification dépend de l'état des enzymes et leur présence dans le corps. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la phénylcétonurie classique. C'est la version la plus grave de la maladie où il n'y a aucun fonctionnement de l'enzyme ou extrêmement peu d'activité. Elle résulte d'une mutation génétique qui rend l'enzyme non active, presque comme si elle a été dénaturée ou mal repliée. Son site actif ne correspond plus à la phénylalanine. Dans ce cas, on peut voir qu'il n'y a aucune synthèse de tyrosine à partir de l'enzyme. L'autre effet secondaire est l'accumulation de phénylalanine dans le sang, qui est plus dangereux. Le deuxième type de la maladie est lorsqu'il y a une lacune dans le cofacteur BH4, et ceci est nommé la phénylcétonurie variante. Comme nous pouvons voir, elle peut résulter en une suraccumulation de phénylalanine si le BH4 n'est pas effectivement recyclé. Cependant, celle-ci s'avère moins sévère car elle requiert seulement une supplémentation en BH4 pour que la voie de la synthèse de tyrosine continue. Elle est distinguée de la version classique car le BH4 est aussi un facteur lors de la transformation de la tyrosine à L-dopa, une molécule préalable à la dopamine. Lorsque les enfants ayant la phénylcétonurie classique sont supplémentés avec de la tyrosine, il n'y a pas de baisse de dopamine. Par contre, ceux avec la phénylcétonurie variante
ne peuvent pas synthétiser de la dopamine même en supplémentation de tyrosine puisqu'ils ne possèdent pas le BH4, ainsi démontré dans le diagramme à la droite. Les effets sanguins. Haut niveau de phénylalanine. Via une voie mineure, la phénylalanine se métabolise en acide phénylpyruvique qui s'accumule parmi les déchets de l'urine ou la sueur, ce qui provoque une odeur caractéristique. Le corps va essayer de se débarrasser de la molécule qui est sursaturée dans le sang, mais puisque c'est uniquement une voie mineure et que le corps n'est pas typiquement habitué à fonctionner avec de si hauts taux de phénylalanine dans le sang, la transformation n'est pas effectuée aussi efficacement pour se débarrasser de la molécule. Ce qui rend pire la situation chez le jeune est la consommation continuelle d'aliments contenant de la phénylalanine. L'enzyme qui effectue ce changement est la phénylalanine transaminase. Comme indiqué, elle transforme la phénylalanine en alanine. Elle fait partie de la famille des aminotransférases qui transfèrent des groupes azotés. En d'autres mots, les structures de base des acides aminés. Elle se retrouve dans plusieurs organes du corps. Ici, nous observons deux réactions types de ce transfert. Donc, premièrement, il y a la phénylalanine qui se transforme en phénylpyruvate, en d'autres mots l'acide phénylpyruvique, via l'alpha-cétoglutarate et le glutamate. L'autre réaction est la phénylalanine qui s'ajoute au pyruvate pour donner le phénylpyruvate et l'analine. Les effets au niveau du système nerveux. Puisque les taux de phénylalanine sont encore élevés dans le sang, les molécules vont à un point rejoindre le cerveau. La barrière hématocéphalique possède des protéines CD98 qui sont des glycoprotéines de transport d'acides aminés larges et neutres, donc LNAA. Ces acides aminés incluent la tyrosine, tryptophane, leucine, etc. La phénylalanine, due à sa haute concentration, va rivaliser avec les autres acides aminés et saturer le transporteur. Le cerveau ne va donc pas obtenir les autres acides aminés à un taux nécessaire pour un bon fonctionnement. L'accumulation de phénylalanine dans le cerveau va donc s'avérer être un effet néfaste car elle limite les voies qui utilisent des acides aminés spécifiques pour la synthèse de neurotransmetteurs. Nous voyons un exemple de ceci avec le diagramme à gauche où le tryptophane est utilisé pour synthétiser de la sérotonine et ainsi d'autres voies neurologiques. Donc le transporteur est aussi un LNAA qui est un Large Neutral Amino Acid Transporter. Le diagramme à droite résume le mouvement de la phénylalanine à travers le sang et les capillaires du cerveau et on peut voir combien d'effets néfastes que ça cause en termes de la croissance du cerveau du bébé. Traitement et conséquences. L'important est d'essayer de reconnaître la maladie dès la naissance afin de limiter ses ravages. Du côté de la phénylcétonurie variante, il suffit de maintenir une supplémentation de méthylfolate qui va augmenter les niveaux du coenzyme BH4 en limitant l'oxydation de ce dernier. Donc, nous pouvons voir ceci en haut à la droite avec le BH4 qui supplémente la voie de la phénylalanine hydroxylase pour qu'elle transforme la phénylalanine en tyrosine. Le méthylfolate est une étape juste avant la transformation de BH4 et celui-ci aide à recycler le BH2 en le retransformant en BH4. Pour la majorité des jeunes enfants qui sont atteints de la maladie, ils sont prescrits un régime très restreint en phénylalanine. Donc, il y a élimination des aliments tels que les œufs, les fruits de mer, le poulet, le poisson et certains légumes. Ceci est nécessaire afin d'éviter les problèmes que nous avons rencontrés dans la diapositive précédente et assurer un bon développement de son cerveau. Les parents et les médecins responsables de l'enfant doivent s'assurer d'enregistrer la consommation quotidienne de celui-ci. La cible est toujours entre 2 à 6 mg par décilitre et pour mettre ceci en perspective, les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie sont typiquement inférieures à 2 mg par décilitre en termes de taux de phénylalanine dans le sang. Les substituts de protéines et les aliments médicaux, entre parenthèses, c'est-à-dire pré-régulés en niveau de phénylalanine, sont aussi utilisés pour supplémenter la diète des jeunes enfants.
D'ailleurs, une augmentation d'acides aminés compétitifs tels que la tyrosine, le tryptophane et autres sont très bénéfiques pour le bébé car ils peuvent aussi faire compétition avec la phénylalanine dans la barrière hémato-encéphalique pour les protéines transportrices CD98. Théoriquement, si le traitement n'est pas initié ou maintenu, le nourrisson subit des changements permanents. Premièrement, il manifestera une odeur caractéristique dans son urine et sa sueur due à l'acide phénylpyruvique. Dans les stages préliminaires de la maladie, il peut aussi développer de la microcéphalie. Les crises dues aux lacunes d'autres acides aminés dans le cerveau sont aussi communes. Il pourra aussi développer des handicaps d'apprentissage plus tard dans la vie. La maladie chez la mère. Donc, dans cette diapositive, nous allons nous focaliser sur les mères homozygotes récessives. Pour les mères en grossesse, il est recommandé de limiter la consommation en produits possédant l'acide aminé phénylalanine. Le but est de garder la concentration de phénylalanine, encore une fois, entre 2 à 6 mg par décilitre dans le sang avant d'entrer en grossesse. Ceci réussit à éviter les malformations congénitales. Les mères doivent surveiller leur apport à chaque jour puisque les taux réguliers chez l'adulte peuvent remonter jusqu'à 15 mg par décilitre pour ceux atteints de la phénylcétonurie. Donc évidemment, ce processus est très difficile et demande beaucoup d'attention. Si la mère décide de ne pas suivre le régime prescrit, les risques de maladies cardiovasculaires comme la malformation de l'aorte ainsi que d'autres organes sont beaucoup plus prévalents. Dû à la saturation encore une fois du transporteur entre le sang de la mère et les capillaires du placenta avec la phénylalanine, les acides aminés nécessaires à la formation des tissus du bébé ne sont pas en équilibre, menant ainsi à des malformations congénitales. Si nous dirigeons notre attention au diagramme à la droite, nous pouvons voir au bas qu'il y a un amino acid transporter, donc une protéine spécialisée pour le transport d'acides aminés entre le sang de la mère et le tissu embryonique. Donc, à travers de cette protéine, il y a un passage des acides aminés et spécifiquement, ça va être cette protéine transportrice qui va être saturée par la phénylalanine et c'est de cette manière que l'embryon va se faire affecter. Mais ça peut se faire au stage préliminaire, donc même avant la formation de l'embryon ou plutôt plus tard dans l'accouchement. Donc, ceci donne la variance dans les malformations et les différentes conditions que le bébé peut développer durant la grossesse. La mère ne subit pas d'effets secondaires suite à ce régime, seulement parfois des nausées ou des maux de tête parce que le régime est très restreint. Méthode de diagnostic. Heureusement, de nos jours, la majorité des pays effectuent les tests requis pour identifier la maladie dans les stages néonatals. Le premier test que nous allons voir est le test de Guthrie. Donc, il consiste de la technique de heel prick pour recueillir le sang du bébé. L'ajout du sang à un milieu d'agar spécialisé contenant la bactérie Bacillus subtilis qui est déjà inhibée fait partie de la technique. En présence de phénylalanine ou phénylpyruvate, la croissance bactérienne devient positive. On peut aussi effectuer cette technique avec de l'urine. La deuxième méthode est la spectroscopie de masse en tandem. Cette méthode permet d'analyser le ratio d'acides aminés et dans notre cas, c'est plus spécifique pour les molécules de phénylalanine et tyrosine. Ces tests sont effectués initialement après la première semaine de l'accouchement. Les tests sont souvent répétés après quelques semaines pour s'assurer que rien n'a été manqué, puisque les taux de phénylalanine dans le sang du bébé peuvent être normaux, car une mère non atteinte de la phénylcétonurie fait la régulation pour son bébé lors de la grossesse. Ceci veut dire que les premiers tests peuvent démontrer un résultat négatif, mais les prochains tests devraient démontrer le vrai résultat. Fait saillant. Donc, j'ai décidé d'inclure l'aspartame à la fin de la présentation parce qu'il démontre un mécanisme assez particulier. L'aspartame dans le corps se fait dégrader en acide aspartique, en phénylalanine et en méthanol
Donc, il est strictement interdit pour les personnes atteintes de la phénylcétonurie de consommer l'aspartame. J'ai aussi trouvé que c'était surprenant que les adultes atteints de la maladie peuvent quand même consommer des régimes assez flexibles en protéines et ne subissent pas vraiment des répercussions sévères puisque ça n'a pas encore été démontré dans des études. Un autre concept très intéressant est la pegvaliase. Donc, la pegvaliase est une forme de thérapie par substitution d'enzymes. Elle a été développée assez récemment, en 2018. Donc, elle suit la procédure d'injection d'une enzyme phénylalanine ammoniaque lyase et elle provient de l'organisme A. variabilis. Et comme on peut voir en bas à la droite, celle-ci est la réaction catalysée. Donc, elle réussit à se débarrasser des hauts taux de phénylalanine dans le sang chez les adolescents et les adultes. Ensuite, quelques statistiques qui démontrent la variabilité des cas à travers du monde.